Bienvenue dans cette présentation de OpenLCA, un logiciel gratuit et expert pour réaliser des analyses du cycle de vie, et de Agribalise 3.0, une base de données d'inventaire du cycle de vie pour l'évaluation environnementale des produits agricoles et agroalimentaires français. Alors, si l'installation de OpenLCA s'est bien passée sur votre ordinateur, vous devrez avoir cette fenêtre affichée lorsque vous ouvrez OpenLCA. Nous allons tout d'abord importer la base de données Agribalise que vous avez aussi téléchargée. Pour importer cette base de données, vous allez faire un clic droit dans le volet Navigation à gauche de la fenêtre et cliquer sur Restore Database. Là, vous allez avoir accès à vos fichiers et dossiers sur votre ordinateur et vous allez aller récupérer la base de données que vous avez téléchargée et puis faire ouvrir. Normalement, la base de données est maintenant affichée dans le volet de navigation. Avant de l'ouvrir, pour les utilisateurs Windows, je vais vous inviter à aller dans File, Settings, Configuration et à modifier ici la donnée de mémoire maximum à utiliser par le logiciel. Elle doit être, je pense, à 4000 par défaut. Je vous invite à la mettre à 8000 afin d'accélérer et de permettre les calculs d'OpenLCA. Normalement, pour les utilisateurs Mac, vous n'avez pas à faire cette opération. On va maintenant ouvrir la base de données en double-cliquant sur la base de données et on va retrouver dans cette base de données 5 dossiers qui vont nous intéresser plus précisément dans cette découverte. Alors, le dossier principal qui va nous intéresser, ça va être le dossier Processes. C'est dans ce dossier qu'il y a l'information principale de la base de données Agribalise, c'est-à-dire l'inventaire de toutes les activités de la base de données Agribalise, c'est-à-dire la liste des flux entrants et sortants pour chacune de ces activités. Le dossier Flows va représenter en fait les différents flux qui sont utilisés dans le fichier Processes. Alors, revenons rapidement sur ce qu'est un processus. Ce qu'est un processus unitaire, nous l'avons déjà abordé en cours. Alors, un processus unitaire en ACV, il s'agit du plus petit processus de notre système pour lequel nous allons collecter des données ou pour lequel la base de données va nous renseigner les données. Par exemple, un processus unitaire peut être la production agricole d'une matière première ou la transformation agroalimentaire d'un aliment. Alors, pour un processus unitaire, nous collectons tout d'abord les intrants de la technosphère. Il s'agit par exemple de l'énergie et des matériaux nécessaires et que nous achetons sur le marché pour notre activité. Et nous pouvons aussi renseigner les sorties vers la technosphère, c'est-à-dire les produits vendus sur le marché et les déchets à traiter. Ces flux de la technosphère sont aussi appelés flux intermédiaires. Nous devons aussi connaître pour chaque processus unitaire les entrées et sorties depuis et vers l'environnement, l'écosphère. Il s'agit des ressources naturelles telles que l'eau d'une rivière, un minerai ou du charbon. Il s'agit aussi des émissions vers l'air, l'eau et le sol. Ils sont aussi appelés flux élémentaires. On va à présent découvrir des processus unitaires d'Agribalise. Donc, vous allez double-cliquer sur Processes. On va ouvrir Agricultural. Et on va donc retrouver ici différents types de processus inventoriés par la base de données Agribalise. On va retrouver des matières premières agricoles, ici et ici. On va retrouver des produits alimentaires transformés dans Food. On va retrouver des matières premières de la mer dans Ficherie, mais aussi des processus d'arrière-plan
génériques de la base de données EcoInvent, qui permettent de connaître les modes de production de l'énergie, du plastique, du transport, etc. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Allons voir de plus près ce qu'il se cache derrière ces processus. Tout d'abord, dans la catégorie agriculturale, nous allons aller dans Plant Production et dans Céréales. On va s'intéresser à des processus, à des activités qui permettent de générer des céréales. On va choisir un processus qui permet de générer des grains de blé dur, durum wet grain en anglais. Donc, lorsque vous ouvrez ce processus, vous avez donc ici en haut une nouvelle page qui s'est ouverte et qui va nous renseigner donc sur ce processus de fabrication de grains de blé dur. Dans le premier onglet General Information, on va retrouver des informations générales, c'est-à-dire l'explication de ce processus, à quelle période de temps ce processus correspond, sur quelle localisation géographique ce processus est basé, etc. L'onglet qui va nous intéresser le plus, ça va être l'onglet Inputs, Outputs, où on va retrouver l'ensemble des entrées et des sorties nécessaires à ce processus. Exactement de la même manière que je vous ai expliqué la formation d'un processus unitaire. Donc, dans Inputs, on va tout d'abord retrouver des entrées de la technosphère, c'est-à-dire ce que l'on doit acheter pour produire du blé dur dans une exploitation agricole. Je vais agrandir la fenêtre pour avoir un petit peu plus d'informations. Et ici, donc, on va retrouver différents éléments, des herbicides, des fertilisants, comme du phosphate, du phosphore, du potassium. On va retrouver aussi du diesel. On va retrouver des graines de durum, de blé dur. On va retrouver l'utilisation d'autres herbicides comme le glyphosate. Donc, vous avez ici l'ensemble des flux de la technosphère, représentés avec un F rouage, qui sont nécessaires pour produire du blé. On va retrouver aussi en entrée quelques flux de l'environnement, qui sont renseignés avec un F et une feuille. Nous allons pouvoir, par exemple, trouver du CO2 dans l'air qui a été capté par la plante. Ou alors de l'eau de la rivière qui est utilisée pour l'irrigation. Voilà l'ensemble des flux entrants. Et nous avons aussi l'ensemble des flux sortants, où on va retrouver l'émission de polluants vers l'environnement. On peut voir que là, ces flux sont renseignés avec un F et une petite feuille. Et on va voir des émissions vers l'air, vers le sol, vers l'eau, de métaux, de pesticides ou de fertilisants qui vont se retrouver dans l'environnement. On va aussi retrouver en output notre durum, wet grain, donc nos grains de blé dur. Et on voit en fait que cette fiche d'entrée et sortant est valable pour une production de 4759 kg de grains de blé, ce qui va correspondre environ à la production sur 1 hectare de grains de blé. Donc, toute l'information ensuite que nous avons ici, que ce soit en input et en output, ça va correspondre aux entrées et sorties nécessaires pour 4759 kg de blé dur. Et donc, l'ensemble des flux que vous allez retrouver dans ces matières premières agricoles vont nous permettre de connaître les entrées et sortants donc, de toutes ces activités agricoles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire pause et aller vous renseigner sur d'autres systèmes de culture, que ce soit des cultures de plantes, mais aussi de la production animale, ou encore des produits de la mer dans Fisheries.
Maintenant que nous avons vu ça, nous allons pouvoir fermer cet onglet donc, de notre Unit Process Production de blé dur. Et on va s'intéresser à un deuxième type de processus. Les processus système ou system process en anglais. Donc, on va retrouver ces processus dans la catégorie EcoInvent Cutoff S. S pour System Process. Alors, il faut savoir avant toute chose que EcoInvent correspond à une base de données qui fait référence à un ACV et que Agribalise utilise et qui va nous renseigner sur une multitude de processus génériques. Des processus de production de chaleur, d'électricité, de packaging, etc. Donc, tout d'abord, on peut voir dans cette catégorie System Process que les process ont une icône différente que les processus unitaires ou unit process que nous avons vus tout à l'heure. L'icône est maintenant un P blanc entouré de violet, alors que tout à l'heure, l'icône était un P violet entouré de blanc. Afin de comprendre la différence entre les system process et les unit process, nous allons ouvrir un processus système correspondant à la production de blé. Donc, dans EcoInvent Cutoff S, vous allez descendre tout en bas de la liste. Vous voyez que la liste est relativement longue. Et on va s'arrêter à la production de blé, wheat en anglais. Et on va s'intéresser à une production de blé suisse. Celle-ci, Wheat Production, Swiss Integrated Production. On va, comme tout à l'heure, aller dans l'onglet Input-Output. Et vous allez observer les entrées ici et les sorties. Et essayer de comprendre la différence avec le processus unitaire que nous avons vu tout à l'heure. En fait, vous pouvez voir ici que nous avons uniquement des listes d'entrée de l'environnement et de sortie vers l'environnement. Nous n'avons que des flux avec une petite feuille. Aucune entrée vers la technosphère et une seule sortie vers la technosphère qui correspond à nos grains de blé, ici renseignés pour 1 kg. De manière schématique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce système process est une boîte noire qui inclut tous les flux élémentaires échangés avec l'écosphère, directs, c'est-à-dire lors de la production de blé, mais aussi indirects, c'est-à-dire lors de la production de fertilisants, de pesticides, d'énergie, de tracteurs, etc. Donc ici, vous avez l'ensemble de ces flux élémentaires et les quantités associées. Vous voyez que, de manière générale, ces quantités sont très faibles. Il faut voir ce système process, cette boîte noire, comme un inventaire agrégé pour la production de notre blé. Alors, pourquoi avoir ces deux types de processus, unit et système? En fait, les calculs réalisés avec les unit process, les calculs d'impact que nous ferons plus tard, sont en général assez lents, car ils nécessitent de traiter un grand nombre de données, de faire de multiples connexions dans les bases de données pour connecter notre unit process avec les processus en amont. Avec les systèmes process, les calculs sont en général plus rapides car le logiciel ne doit pas réaliser de connexion entre les flux intermédiaires. Dans le cadre
des exercices sur OpenLCA. Nous utiliserons à la fois les unit process pour les matières premières agricoles et agroalimentaires et des systèmes process pour tout le reste, l'énergie, les produits chimiques, la chaleur, etc. Alors enfin, il faut quand même savoir que le bénéfice d'utiliser des processus unitaires, des unit process, est que vous êtes capable d'identifier l'origine des impacts environnementaux. Par exemple, si la production de blé a un impact sur le changement climatique, vous pourrez voir que c'est à cause de la production de fertilisants. Cette information ne pourrait pas être calculée avec les systèmes process. Avec un système process, vous aurez uniquement l'impact total du produit, mais vous ne saurez pas quelle est l'activité qui contribue principalement à cet impact. Donc, après avoir vu ces deux types de process, unit et système, nous allons pouvoir fermer le dossier EcoInvent cutoff S et nous allons revenir un petit peu à la base de données Agribalise. On va revenir dans la catégorie agriculturale et on va maintenant s'intéresser à la catégorie food. Dans cette catégorie food, Agribalise va représenter toute la filière agroalimentaire, comme je vais le représenter ici, depuis les matières premières, dans l'onglet Consumption Mix, jusqu'à la consommation du produit par le consommateur dans l'onglet Préparation, et en passant par des étapes de transformation dans les industries agroalimentaires, onglets 2 et 3, des étapes de conditionnement, de distribution et de vente, sur les onglets 4, 5 et 6. On va s'intéresser plus précisément à des processus de transformation agroalimentaire que nous allons retrouver dans Recipes. Ça va nous permettre d'avoir des formulations, des recettes dans les industries agroalimentaires. On va fermer cet onglet-là. Et on va s'intéresser plus précisément à une pizza. Donc là, vous pouvez descendre dans la liste des recipes jusqu'à la lettre P. Et on va s'intéresser à une pizza au fromage de chèvre et au lardon. Vous allez pouvoir double-cliquer sur cette pizza et aller dans Input, Output. Et donc ici, qu'est-ce que l'on va retrouver? On va retrouver un input des entrées de la technosphère, qui vont être toutes les matières premières de notre pizza, du fromage, des oignons, des lardons, des tomates, de l'eau, de la farine, et un processus de cuisson industrielle. Et en sortie, on va retrouver notre pizza, 1 kg, et une émission vers l'environnement qui est de l'eau qui a été évaporée suite à la cuisson de la pizza. Ce que l'on va faire maintenant, c'est calculer l'impact de cette pizza, afin d'identifier quelle est la matière première qui génère, ou quel est l'intrant qui génère le plus d'impact. Alors, pour réaliser un calcul d'impact dans le logiciel OpenLCA, il est tout d'abord nécessaire de créer un product system qui va nous permettre de relier notre processus unitaire pizza au processus en amont, toutes les matières premières et l'énergie de cuisson industrielle. Pour faire ce product system, vous allez aller dans l'onglet General Information et vous allez cliquer sur le bouton Create Product System. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, ici, il n'y a rien à changer. Vous laissez tous les paramètres par défaut et vous allez directement cliquer sur Finish.
Là, vous allez laisser le logiciel connecter les processus unitaires entre eux. Ça va prendre quelques secondes. Et automatiquement, vous allez vous retrouver avec notre Product System Pizza qui a été créé ici dans la catégorie Product System. Et ici, cet objet a été créé et est représenté ici avec cette icône. Vous allez pouvoir voir d'abord l'onglet Modèle Graph, ici en bas. Vous cliquez, et là, vous allez pouvoir voir les connexions qu'a réalisées le logiciel. Donc, vous avez tout d'abord la pizza, avec ici les différentes entrées dans la technosphère, et on voit que le logiciel a connecté ces entrées à d'autres unit process, farine, tomates, etc. Vous pouvez, en cliquant sur les petits plus à chaque fois, connaître les éléments qui ont été nécessaires pour nos matières premières. Ici, exemple de la farine. Voilà, donc ça, c'est une représentation graphique des connexions que le logiciel a réalisées. Maintenant que ces connexions sont faites, nous allons pouvoir passer au calcul des impacts environnementaux. Alors, avant de passer au calcul des impacts environnementaux, et à titre informatif, nous allons voir les facteurs d'impact qu'utilise le logiciel pour transformer l'inventaire de notre Product System Pizza en impact sur l'environnement. Ces facteurs sont disponibles dans le dossier, ici à gauche, Indicators and Parameters. Vous ouvrez ce dossier et on va aller voir dans Impact Assessment Method. Nous allons retrouver des méthodes d'évaluation des impacts qui vont nous permettre donc de convertir les flux élémentaires, émissions aux ressources naturelles, en impacts environnementaux. Dans le cadre de ce TP, nous allons nous intéresser à une méthode qui est la méthode qui s'appelle EF méthode. C'est la méthode recommandée par la Commission européenne et par la base de données Agribalise. Concrètement, cette méthode, alors ici, tout d'abord, avant de voir à quoi correspond cette méthode, vous avez la représentation graphique de l'évaluation des impacts du cycle de vie, ce qui est un rappel des cours d'ACV, qui nous permettent donc de convertir nos flux élémentaires en impacts et dommages environnementaux, c'est-à-dire les conséquences de ces flux élémentaires sur l'environnement. On va voir plus précisément ce qu'il en est pour la EF méthode. Vous allez pouvoir double-cliquer sur la EF méthode. Et vous allez voir donc que cette méthode permet de quantifier un certain nombre d'impacts sur l'environnement, tels que le changement climatique, la disparition de la couche d'ozone, la formation d'ozone troposphérique, la toxicité, l'écotoxicité, l'eutrophisation, l'acidification, mais aussi des catégories d'impact correspondant à l'utilisation de ressources naturelles. Utilisation de terre, d'eau, de ressources fossiles et de ressources métalliques. Tous ces impacts, nous les avons vus en cours sur la CVI. La méthode EF nous permet en plus de calculer un score unique, un single score, qui est en fait la normalisation et la pondération de tous ces indicateurs dits midpoint en un score unique. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres méthodes ici dans le logiciel, telles que Recipe 2016, qui nous permettent de calculer à la fois des indicateurs midpoint comme EF, mais aussi des dommages endpoint. Ici, donc Recipe 2016 endpoint, des dommages sur la santé humaine, sur les écosystèmes et sur la disponibilité des ressources, qui correspond en fait à une pondération de l'ensemble de ces catégories d'impact selon l'aire de protection qu'ils vont endommager.
Revenons à notre méthode EF, qui est donc la méthode à privilégier ici. Donc, on retrouve, lorsque vous ouvrez EF méthode, dans General Information, l'ensemble des méthodes, des impacts environnementaux qui sont quantifiés, ainsi que leur unité de référence, comme le kilogramme CO2 équivalent pour le changement climatique. Et si vous allez dans Impact Factor, nous allons retrouver ce que l'on appelle les facteurs de caractérisation qui nous permettent de convertir les émissions vers l'environnement ou l'utilisation de ressources naturelles en impact. Donc on va regarder par exemple des facteurs de caractérisation pour le changement climatique. On va retrouver par exemple le facteur d'impact pour le dioxyde de carbone. Donc nous avons plusieurs facteurs d'impact pour le dioxyde de carbone selon où cette émission a été générée dans l'air. On peut voir que le facteur de caractérisation pour le dioxyde de carbone est égal à 1, puisque c'est la molécule de référence. Par contre, si vous regardez une autre molécule, gaz à effet de serre, comme une autre molécule très connue qui est le méthane, vous pouvez voir que son facteur de caractérisation est égal à 36,8 kg CO2 équivalent par kilogramme de méthane. Ça veut dire que le méthane a un pouvoir de réchauffement global 36,8 fois plus important que le dioxyde de carbone. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir d'autres impacts pour voir quelles molécules participent aux impacts environnementaux. Enfin, dans Normalization and Weighting, vous allez retrouver les différents facteurs de normalisation et de pondération qui nous permettent de sommer l'ensemble de ces catégories en score unique. Nous avons fini pour la découverte de ces méthodes de caractérisation des impacts et on va donc maintenant pouvoir passer au calcul. Donc, le calcul, bien entendu, c'est le logiciel qui va automatiquement réaliser cette conversion avec les informations que nous venons de voir. Donc, on va revenir à notre pizza, au Product System Pizza, avec cette icône-là, et à l'onglet General Information. Et on va pouvoir procéder au calcul avec le bouton Calculate qui est ici. Donc, vous avez une fenêtre qui apparaît. Dans cette fenêtre, dans Allocation Method, vous allez sélectionner As Defined in Processes. On ne va pas parler de cet élément-là dans le cadre de CTP. Dans Impact Assessment Method, vous allez sélectionner EF Method, celle dont nous venons de parler. Et dans Normalization and Weighting, vous allez sélectionner Global 2010 with Tox Categories. Vous sélectionnez un type de calcul qui s'appelle Analysis. Et voilà pour les différentes options de calcul. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Finish. Et là, le logiciel va pouvoir réaliser les calculs. Encore une fois, vous allez attendre quelques secondes pour que ces calculs soient réalisés. Voilà, le calcul a été réalisé chez moi et une nouvelle fenêtre est apparue. Donc, l'analyse des résultats de l'impact de notre pizza. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un grand nombre de types de résultats qui sont générés par le logiciel. Nous n'allons pas passer en revue l'ensemble de ces résultats. On va directement passer aux résultats qui nous intéressent le plus et qui se retrouvent dans l'onglet Contribution Tree. Dans cet onglet, vous allez tout d'abord demander au logiciel de
représenter le résultat pour une catégorie d'impact. Vous cliquez sur Impact Category et vous allez sélectionner la catégorie d'impact Climate Change. Climate Change, changement climatique, ce qui représente aussi l'empreinte carbone de notre produit. Donc ici, on va avoir plusieurs informations. Tout d'abord, on va retrouver l'empreinte carbone totale de notre kilogramme de pizza. Environ 3 kg CO2 équivalent par kilogramme de produit. Et nous allons surtout retrouver quels sont les éléments qui contribuent le plus à cette empreinte carbone. Sans surprise, les deux éléments les plus contributeurs vont être les matières premières animales, les lardons, lean pork, et le fromage de chèvre, cheese from goat's milk. Puis, nous retrouvons l'étape de cuisson, avec 4,3% de contribution sur le changement climatique, et les autres matières premières non animales, farine, tomates, oignons et eau. Si vous cliquez sur la petite flèche à côté de chaque matière première, vous pouvez avoir le détail de qu'est-ce qui va générer le plus d'impact pour cette matière première. Donc, par exemple, si vous descendez la matière première lean pork, qui correspond au lardon, on va retrouver l'élevage du cochon, ici, qui contribue à 43,62% de l'impact de la pizza. Et dans cet élevage de cochon, on va surtout retrouver ici les 4 éléments principaux qui vont être les systèmes d'alimentation animale, feed, c'est-à-dire la culture de céréales et d'alimentation animale pour le cochon. Donc, cet onglet nous donne un certain nombre d'informations très intéressantes. Vous pouvez fermer l'onglet des lardons. Et on va aussi montrer qu'il est possible de représenter ces informations sur un graphe Excel. Ce qui peut être plus pertinent de représenter ça donc sur un graphe. Donc, pour faire ça, vous allez sélectionner l'ensemble des lignes en faisant CTRL-A ou Maj et vous sélectionnez toutes les lignes et vous faites copie. À présent, vous allez pouvoir ouvrir un tableur Excel et nous allons coller les différentes données correspondant à l'empreinte carbone de la pizza. Là, vous allez pouvoir sélectionner les matières premières. Attention, ne sélectionnez pas l'impact global, qui est la somme de toutes ces empreintes carbone. Et nous allons pouvoir insérer un graphe qui va nous permettre de représenter ça en histogramme. Je vous propose d'utiliser un histogramme empilé, d'intervertir les lignes et les colonnes. Donc là, on va faire quelques modifications pour améliorer la qualité de ce graphe. On va demander à avoir une légende à droite. On peut agrandir pour avoir tous les éléments. Et on va lui demander aussi d'ajouter un titre pour notre axe vertical. Et on va appeler ça kilogramme CO2 équivalent. Et donc, on retrouve, sous la forme d'un histogramme empilé, les différents éléments qui contribuent à l'empreinte carbone de notre pizza, qui est égale aussi, donc on le voit ici, à 3 kg CO2 équivalent.
Vous pouvez aussi, bien entendu, faire d'autres types de graphes, comme des graphes camembert. Maintenant, à OpenLCA, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, regarder l'impact et la contribution aux impacts sur d'autres catégories, comme par exemple l'utilisation de terre, où là, on va aussi retrouver les systèmes de production animale, mais aussi de farine, qui contribuent fortement à l'utilisation des terres, ou l'utilisation d'eau, où là, on a une contribution un petit peu plus équilibrée. Par exemple, la production de tomates, qui demande une certaine quantité d'eau et devient le troisième contributeur. Dans Impact Analysis, vous allez pouvoir retrouver une synthèse de l'impact global sur chacune catégorie d'impact. Et dans Normalization and Weighting, on va pouvoir retrouver dans Single Score les différents éléments pour calculer le score unique de notre pizza. Il est à présent temps de modéliser sur OpenLCA notre propre produit. On va se proposer de modéliser 1 kg de pain. Alors, avant de passer à la modélisation sur OpenLCA, on va tout d'abord réaliser un exercice qui est donc établir l'inventaire des différents éléments nécessaires pour la production d'1 kg de pain. Ici, je vous ai donné différents éléments relatifs à cette production. Nous avons du pain qui est produit à Bordeaux avec de la farine en provenance de Lille. Et nous avons les étapes de production du pain suivantes. Pour produire du pain, pour produire 1 kg de pain, nous avons besoin de 0,7 kg de farine, 0,4 litres d'eau et des levures et du sel qui sont non considérés ici puisqu'on est sur une analyse très simplifiée. Nous avons une pâte de 1,1 kg pour 1 kg de pain. Le mélange de la pâte se fait dans une machine de malaxage, une puissance de 8 kW. 15 minutes sont nécessaires pour mélanger 110 kg de pâte. Le nettoyage de ces machines nécessite 150 litres d'eau pour 110 kg de pâte. Les eaux usées sont évacuées vers une station d'épuration. Après avoir reposé et avoir été découpée, la pâte est placée au four à gaz. Il est évalué qu'une énergie thermique de 1 mégajoule est nécessaire pour cuire 1 kg de pain. Avec toutes ces informations, vous allez pouvoir calculer la quantité nécessaire de chaque élément pour 1 kg de pain. Vous pouvez représenter ces informations sur un arbre des processus, comme montré ici. Nous avons notre processus unitaire production de pain qui génère 1 kg de pain, qui nécessite des entrées depuis la technosphère, que vous pouvez voir ici, des sorties vers la technosphère, les eaux usées, et une sortie vers l'environnement, qui est de l'eau qui a été évaporée lors de la cuisson du pain. Donc, à partir des informations que je vous ai données dans la slide précédente, vous allez pouvoir calculer à présent ces différentes quantités. Petite précision, pour le transport de la farine, la quantité, l'unité à utiliser est ce qu'on appelle le kilogramme fois kilomètre. Ça correspond à la distance qui est parcourue par notre matière première, la farine, multipliée par la masse qui est transportée. Dans notre cas, 0,7 kg. Vous pouvez maintenant faire pause et réaliser les différents calculs avec ces informations.
Voici les résultats de l'exercice, où on retrouve donc sur cette slide l'ensemble des calculs et donc des données d'inventaire pour la production de 1 kg de pain, 0,7 kg de farine. Pour le transport, 0,7 kg fois 800 km, qui est approximativement la distance Lille-Bordeaux. On se retrouve avec 560 kg/km. Pour l'électricité, il fallait multiplier la puissance de la machine par le temps d'utilisation de la machine. Des kilowatts multipliés par des heures, ça nous donne des kilowattheures. Nous avons ici l'utilisation de l'électricité pour 100 kg de pain. Il faut donc diviser ça par 100 kg pour avoir l'électricité pour 1 kg de pain. Bon, la chaleur, 1 mégajoule. L'eau, 0,4 litres. Pour la recette, 1,5 litre pour nettoyer les machines. 1,5 litre d'eau qui part vers les eaux usées et 0,1 litre d'eau qui est évaporée lors de l'étape de cuisson. Maintenant que l'ensemble de ces calculs est réalisé, nous allons pouvoir passer à la modélisation sur OpenLCA. Pour faire ça, on va revenir dans l'onglet Processes et on va créer une nouvelle catégorie dans l'arborescence des produits. Donc, clic droit dans Processes, Add New Child Category. Je vous conseille de nommer cette catégorie AA Mes produits. Ainsi, cette catégorie sera en haut de la liste et vous pourrez la retrouver facilement. Maintenant que cette catégorie est générée, on va créer un nouveau processus. Clic droit, New Process. Une fenêtre s'ouvre et on va indiquer que ce processus unitaire s'appelle production de pain. On va aussi indiquer au logiciel qu'on va créer un nouveau flux pour la sortie de ce processus unitaire qui sera en fait notre pain, qui sera la sortie vers la technosphère. L'unité de ce pain, c'est la masse, puisqu'on le quantifie en kilogrammes. Et vous voyez qu'il est possible de choisir d'autres types d'unités, telles que le volume. Si vous avez une boisson, par exemple. Une fois que ceci est fait, vous faites Finish. Vous vous retrouvez donc avec ce processus qui a été créé là. Et nous avons l'onglet General Information, où si vous voulez, vous pouvez décrire les différents éléments relatifs à ce produit dans Description, indiquer que c'est une production en France, afin d'avoir quelques infos sur ce produit. Ce n'est pas nécessaire de remplir ces différents éléments. Ce qui est nécessaire de remplir, c'est l'onglet Input-Output, où on va pouvoir, à présent, mettre l'ensemble de ces flux et l'ensemble des calculs que nous avons réalisés. Il faut tout d'abord sélectionner les flux entrants. Néanmoins, vous ne connaissez pas la base de données, ni les noms des différents processus de la base de données, donc je vais tous vous les donner. Donc, on va utiliser en première approximation l'ensemble de ces flux depuis la technosphère et vers l'environnement pour l'eau qui a été évaporée. Tout d'abord, on va signifier ici l'ensemble de ces flux. Vous allez faire un double clic dans Input ou alors clic droit, Create New. Et là, vous allez utiliser dans la fenêtre qui s'affiche le filtre. Et vous allez taper le nom des flux. Pour mon premier flux, c'est la farine, wet flour at industrial mill. Je vous conseille d'écrire le nom complet du flux. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un certain nombre de flux et ça va être difficile de choisir.
Donc, dans notre cas, on choisit donc le flux qui est dans Agricultural Food Transformation Wet Floor at Industrial Mill. Vous double-cliquez et on passe au suivant. On va passer à l'électricité. Medium voltage. Et là, surtout, n'oubliez pas de mettre la localisation géographique. Donc, la localisation géographique est souvent indiquée entre crochets. Donc, pour France, nous aurons le sigle FR. Pour Europe, on aura soit Europe, soit RER. Et ici, CH correspond à la Suisse, Confédération helvétique. Donc, on prend notre électricité et on continue ainsi de suite avec l'ensemble des flux. Alors, attention à bien tout taper, parce que parfois, il peut y avoir confusion sur les flux. Nous avons indiqué l'ensemble des flux de la technosphère. Il nous manque maintenant le flux vers l'environnement, qui est de l'eau vers l'air. Donc là, la spécificité, vous voyez qu'on est dans le dossier Elementary Flows, flux élémentaire, et que nous avons un flux avec une petite feuille et non plus un flux avec un rouage. Vous avez indiqué l'ensemble des flux à utiliser. Maintenant, il ne faut surtout pas oublier d'indiquer les quantités nécessaires. 0,7 kg. N'oubliez pas qu'il est possible de modifier l'unité. Alors pour l'électricité, par exemple, je l'ai calculé en kilowattheures, donc on va mettre des kilowattheures. Sachez qu'il est aussi possible de réaliser un calcul directement dans la fenêtre, comme je le fais ici. Pour la chaleur, nous avons bien 1 mégajoule. Ici, ce sont des kilogrammes et kilomètres pour le transport. 0,7 fois 800. L'eau, nous en avons besoin de 0,4 plus 1,5. Et les eaux usées, on a besoin de litres et c'est 1,5 litres. Voilà. N'oubliez pas de modifier bien les unités lorsque c'est nécessaire, surtout pour les volumes. Alors, petite spécificité, vous pouvez trouver ça étonnant d'avoir le flux des eaux usées en input. Effectivement, en toute logique, on devrait le voir en output, mais la manière dont fonctionne OpenLCA fait qu'il faut mettre l'ensemble des flux de la technosphère qu'on appelle en input. Que ce soit les flux, donc les matières premières ici, ou les déchets. En output, nous ne devons retrouver que le produit qui est le kilogramme de pain. Voilà, donc si vous avez bien fait l'étape informatique, vous devrez vous retrouver avec cette fiche, donc la modélisation de notre kilogramme de pain. Si vous appuyez sur la petite icône ici, 1, 2, 3, vous pourrez vérifier que les calculs ont été bien réalisés par le logiciel. On retrouve bien les données que l'on a calculées plus tôt. Il est donc maintenant recommandé d'enregistrer ce processus en appuyant sur la disquette ou en faisant CTRL-S. Et on va enfin pouvoir passer au calcul. Pour passer au calcul, on va tout d'abord créer notre product system, comme on l'a fait pour la pizza. Vous
repartez dans General Information, Create Product System. Il n'a rien à changer ici. Et vous appuyez sur Finish. Notre Product System a été créé. Nous pouvons aller dans Modèle Graph pour vérifier que le logiciel a bien connecté notre pain aux différents éléments que nous lui avons indiqués. On va maintenant pouvoir passer au calcul d'impact de notre kilogramme de pain. Donc, on va calculer l'impact pour 1 kg, comme il est signifié ici. Et nous allons appuyer sur Calculate et garder les mêmes options que l'on a définies plus tôt. Finish, une attente de quelques instants pour que le calcul soit réalisé. Comme tout à l'heure, on va aller regarder les résultats dans Contribution Tree et on va se proposer de regarder les impacts sur le changement climatique. On se retrouve avec l'empreinte carbone de notre kilogramme de pain, 0,3 kg CO2 équivalent par kilogramme de pain. C'est plus de 6 fois inférieur que l'empreinte carbone d'un kilogramme de pizza, puisque bien entendu, nous avons des matières premières exclusivement végétales ici, et un processus de fabrication très simple. En termes de contribution, le premier contributeur est la matière première, qui est la farine de blé, à hauteur de 61%. Et on retrouve deux autres éléments qui ont une contribution non négligeable à l'impact, qui vont être le transport et la production de chaleur pour cuire la pizza. Déjà là, on peut commencer à faire des conclusions vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces contributions. Il est difficile de diminuer l'impact lié à la farine de blé, puisque c'est un mode de production moyen en France, donc on pourrait peut-être aller chercher une farine chez un producteur plus respectueux de l'environnement, mais dans tous les cas, on aurait une contribution au changement climatique relativement similaire. Néanmoins, on voit que sur le transport et l'énergie, nous pouvons avoir des leviers d'action pour diminuer cet impact, notamment sur le transport. Si vous vous souvenez, notre farine provient de Lille, donc elle effectue un voyage de 800 km en camion. Donc il serait pertinent de calculer l'empreinte carbone pour une farine beaucoup plus locale. De la même manière, nous pourrions aussi calculer un impact de production de chaleur qui ne se fait pas à partir de gaz naturel, qui est une ressource fossile qui génère du CO2 fossile, mais pourquoi pas avec un autre four, par exemple un four à bois. On va maintenant se concentrer plutôt sur l'étape de transport et on va essayer de connaître la réduction d'empreinte carbone lorsqu'on diminue la distance de transport. Donc, avant de faire ça, je vais quand même récupérer ces résultats dans un fichier Excel. Voilà. Et on va maintenant essayer de faire cette comparaison. Alors, pour comparer les impacts de deux solutions sur OpenLCA, il y a deux manières de faire. Tout d'abord, la manière la plus simple et directe, mais qui ne vaut que lorsqu'on va changer qu'un ou deux paramètres, va être de modifier directement notre production de pain, notre processus production de pain, et de changer ici la distance. On va passer de 800 km. On va considérer maintenant qu'on prend une farine locale qui est située à 50 km de Bordeaux. Et donc, on va avoir un résultat de 35 kg/km de transport.
Donc maintenant que ceci est fait, notre processus de production de pain a été modifié. On peut l'enregistrer. Et si on réouvre notre product system production de pain, on va pouvoir refaire calculer. Et nous allons retrouver à présent dans le résultat la nouvelle empreinte carbone du pain lorsque l'on considère une distance de 50 km. On voit maintenant que la contribution du transport est passée de 21% tout à l'heure à moins de 2%. Nous avons une réduction significative de l'empreinte carbone et on est passé à 340 grammes CO2 équivalent par kilogramme de pain. Alors, ce que l'on peut faire maintenant, c'est récupérer ces différents résultats et venir les comparer sur les résultats que l'on a collés tout à l'heure sur Excel. On va se retrouver avec les mêmes éléments, hormis l'élément transport qui a lui été réduit. Donc, dans le transport, on peut venir copier-coller cette valeur ici. Signifie ici que nous avons une farine non locale. Ici, une farine locale. Et tous les autres éléments, par contre, sont restés équivalents, hormis bien entendu pour la somme. On est bien passé donc de 430 grammes de CO2 équivalent à 340 grammes CO2 équivalent pour notre kilogramme de pain. Ceci, on va pouvoir le représenter dans un diagramme empilé, histogramme empilé. On va intervertir les lignes et les colonnes, comme tout à l'heure. Demander à mettre la légende à droite et faire quelques modifications graphiques. On va ajouter le nom des deux produits, donc pain, farine non locale et pain, farine locale. Ajouter le titre de l'axe vertical. Et nous avons donc la comparaison de l'empreinte carbone de nos deux pains avec une forte réduction de la partie orange qui correspond au transport. Voilà la première manière très rapide de comparer deux produits. Une autre manière, c'est utiliser les projets que nous n'avons pas encore vus dans le cadre de cet EPI. Alors, il y a différentes manières d'utiliser les projets. Je vais vous en montrer une première. Donc, revenons dans notre processus unitaire production de pain. Et ici, ce que l'on va faire, on va créer un paramètre. Donc, vous allez aller dans l'onglet Parameters. Et dans Input Parameters, on va créer un paramètre qu'on va appeler grand D et qui correspond à la distance de transport de la farine. Par défaut, on va la mettre à 800 km, qui est la distance Bordeaux-Lille. Et dans Input-Output, on va pouvoir remplacer notre distance par le paramètre D. Donc, on se retrouve avec 560 kg/km pour notre pain à farine lilloise. Nous enregistrons notre production de pain. Et maintenant, dans Projet, on va créer un nouveau projet. Donc, clic droit, New Project. On va appeler ça comparaison pain. Finish. Et nous allons comparer deux product systems. Dans Compared Product System, ici, vous allez sélectionner la production de pain. Vous allez sélectionner deux fois.
L'un, vous allez l'appeler pain avec farine non locale. Et pain avec farine locale. On va comparer 1 kg avec 1 kg. Et dans Parameters, on va rajouter le paramètre D, qui est dans le unit process production de pain. Vous rajoutez D. Et là, vous allez pouvoir directement modifier la distance. Donc pour la farine non locale, 800 et pour la farine locale, 50. Nous allons maintenant, dans LCIA méthode, sélectionner EF méthode. Une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir aller dans Report pour calculer l'impact et comparer l'impact de nos deux solutions. Donc là, un rapport est généré. Dans ce rapport, un graphe va nous intéresser plus particulièrement. C'est le graphe Single Indicator Result. Vous allez pouvoir retrouver la différence d'impact entre les deux pains. Donc, le pain avec farine non locale, le pain avec la farine locale pour le changement climatique. Et nous pouvons retrouver effectivement ici la diminution d'impact entre les deux solutions. Vous pouvez aller aussi retrouver les diminutions d'impact pour l'ensemble des catégories d'impact calculées avec la catégorie EF méthode. Et donc là, on peut voir que nous avons une diminution d'impact sur toutes les catégories lorsque nous utilisons du pain avec farine locale, ce qui est tout à fait logique. Voilà, j'en ai fini de cette introduction au logiciel OpenLCA à la base de données Agribalise. Vous allez pouvoir utiliser cette introduction pour l'appliquer à vos projets.